information, il y a 3 jours encore, j'avais pas de voix, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me présente devant vous avec une écharpe, voilà, et il faudra m'excuser s'il y a des moments, il y a des baisses au niveau de ce que je peux parler. Alors, j'avais décidé de démarrer avec cette image. Ça, c'est, il faut savoir, une des premières images de ce type. Elle date de 1899. Elle avait été construite par un psychologue qui souhaitait en fait voir en combien de temps les gens arrivaient en fait à switcher entre la vision d'un lapin ou la vision d'un canard. Voilà. Et en fait, il voulait étudier en fait quels étaient les processus cognitifs liés à la perception et démontrer en fait que la perception n'était pas uniquement visuelle, mais qu'il y avait en fait un effort cognitif lié à la perception de ce que l'on voit. Alors, c'est pas du tout pour ça que je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici parce qu'en fait, il y a quelques années, j'étais à Agile France et on venait d'avoir une discussion sur l'entreprise libérée, qui s'était pas bien passée, comme souvent sur ce genre de thématique, parce qu'il y avait en fait une énorme incompréhension entre les différents participants. Et en discutant en fait avec la personne qui avait proposé le sujet, il a effectivement utilisé cette image. Il a dit le gros problème qu'on a sur ces sujets en fait, c'est que nous on décrit le lapin et en face en fait ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils voient c'est le canard. Et c'est pas que c'est faux, c'est juste qu'on va avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord en fait sur le contenu du discours, puisqu'en fait de base notre perception des choses n'est pas la même. Et un de mes gros problèmes quand je parle d'agilité de manière générale, en fait, c'est un petit peu cette idée. C'est-à-dire que moi, je décris un lapin, et en face, j'ai des gens qui me disent « Ah ouais, le canard, il est quand même pas mal ». Et mécaniquement, ça crée une énorme frustration parce que je n'arrive pas, en fait, quelque part, à avoir les mêmes bases de discussion que ceux sur quoi j'aimerais bien partir. Donc l'objectif de cette conf, en fait, c'est ça. En fait, c'est d'essayer de vous décrire le lapin que je vois quand je parle d'agile. Et c'est pour ça, en fait, que le titre est en fait assez faux. Puisque c'est pas forcément let's reset agile, c'est plutôt en fait essayons de remettre un peu à zéro la perception qu'on peut en avoir et ce que l'on a en fait en tête quand on parle d'agile. Et ça vient en fait d'un premier problème, c'est que je peux plus me dire agiliste. En tant que développeur, maintenant, quand je réponds à des CFP, régulièrement on me dit surtout tu mets pas de truc agile dans ta proposition parce que sinon elle sera rejetée. Bizarrement, on voit effectivement que les événements agiles, il y a de moins en moins de développeurs qui y viennent, et on a même des réactions de plus en plus hostiles de la part d'équipes de développement quand on leur parle de méthodes agiles. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, parce que c'est quand même un mouvement qui a été créé par des communautés de développement, et dont maintenant les communautés de développement, pour certaines, ne veulent plus en entendre parler. Voilà. Et c'est vraiment devenu un vrai sujet. C'est-à-dire que maintenant, je sais que lorsque je propose un sujet pour une conférence technique, il ne faut pas qu'il y ait d'agile dedans. Elle sera rejetée mécaniquement, en fait. Voilà. Et donc, ça pose une vraie question, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, quelque part? Voilà. Et je pense qu'il y a une quote que j'aime bien, pour un petit peu introduire tout ça, c'est celle-là. Apparemment, ce truc Scrum est tellement bien que vous avez besoin d'une personne dans chaque équipe pour obliger les gens à le faire. Voilà. C'est malheureux, en fait, mais ça représente un petit peu l'impression qu'on peut avoir quand on discute avec des équipes qui font de l'agilité. Alors, suite à ça, en fait, je me suis dit, je vais prendre en fait des citations des signataires du manifeste agile d'origine, justement, en fait, où ils décrivent tous les problèmes qu'ils ont pu voir et pourquoi est-ce qu'effectivement, pour certains, ils ne se reconnaissent plus dans ce qui est devenu l'agile, pourquoi est-ce que certains s'opposent maintenant carrément à ce qui est devenu l'agile. Et je me suis rendu compte en fait que juste avec leurs citations, j'avais de quoi remplir une conférence. Donc je vais juste vous mettre le titre des articles qu'ils ont écrits. Si jamais ça vous intéresse, là vous avez en fait une belle image. Vous avez là-dedans 6 des 13 signataires du manifeste qui prennent des positions, pour certains, assez extrêmes sur leur création. Voilà. Et enfin voilà, quand vous voyez des titres comme Developers should abandon agile, vous imaginez bien que ce qu'il y a derrière, c'est pas une ode à plus d'agilité. Et ça, ce sont des signataires du manifeste. Alors, sauf le dernier, Sandro Mancuso, qui était trop jeune à l'époque, sans doute, mais qui est aussi une très très bonne conf sur ce sujet. En fait, voilà, la gueule de bois agile. Pourquoi est-ce que les communautés de développeurs n'en peuvent plus, en fait?
Donc encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que même en fait les signataires du manifesto disent stop, on n'en peut plus? Pour que les développeurs, pour beaucoup, disent stop, on n'en peut plus en fait. Et que pourtant il y a encore quelques développeurs qui disent non mais vous savez c'est vraiment cool en fait. Et en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il y en a un qui parle effectivement du lapin et les autres en fait ils voient le canard. J'aime bien en fait présenter cette question en fait de la gestion et en fait finalement de la production avec ces trois axes. On a le management d'un côté. Voilà, le management, en gros, c'est le command and control. Voilà, je vous dis quoi faire, je contrôle que vous le faites. Et de l'autre côté, on a en fait des aspects qui sont plutôt liés à le produit et sa production. Et entre ces deux trucs, on a en fait un petit peu un nice spot qui est en gros making the right thing right. Ok ? Est-ce qu'on arrive à créer le bon produit correctement ? Voilà. Et personnellement, ce que je mets dans l'agile de manière générale, c'est ce qui va se trouver de ce côté-là, et absolument pas ce qu'il y a de ce côté-là. Et pourtant, on voit énormément de management agile ou de pratiques agiles en fait qui viennent essayer de proposer du management. Et c'est pour ça en fait que je voulais démarrer par effectivement se reposer la question de c'est quoi le management et à quoi ça sert. J'ai donné des cours de management et un des premiers trucs sur lequel en fait on part, si jamais je devais faire un crash course en l'espace de 10 minutes, c'est de dire en fait on a the Iron Triangle avec cost, time et scope, ok, donc le temps, le coût et les features. Et en gros, c'est un petit peu se dire, on a des leviers magiques en tant que manager et on peut s'amuser en fait à diminuer le scope pour augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse pour augmenter le scope, ou s'amuser effectivement à mettre plus de personnes pour aller plus vite, etc. On se rend assez rapidement compte que c'est complètement du bullshit ce truc, parce que en fait, que vous essayez en fait de gagner sur le coût, vous êtes quasiment sûr que c'est la qualité qui va manger. Si jamais vous essayez en fait d'aller plus vite, vous êtes quasiment sûr que c'est la qualité qui va manger. Donc généralement en fait, ce qui va rester, c'est les features, c'est le feature set, c'est le scope en fait du projet, qui serait en fait une variable d'ajustement normale, qui évite d'aller pourrir la qualité en retour. Mais le problème, en fait, c'est que généralement, le scope, c'est ce qui a été contractualisé, donc c'est le truc qu'on n'a pas le droit de bouger, en fait. Parce qu'on a un cahier des charges. Et donc là, on sent déjà de base, en fait, qu'on est bien niqué, en fait. À l'origine même du truc. Et le problème, en fait, c'est que vu que même des entreprises qui se disent agiles vont fonctionner sur ce modèle, elles peuvent pas, en fait, derrière, avoir une démarche agile. C'est cramé de base. Elles sont mécaniquement dans une démarche de management. Finalement, en fait, le management, il essaye de répondre en gros à deux questions. Combien ça va coûter de créer un truc? Combien ça a coûté de le créer? Et est-ce que dans l'intervalle, on a gagné de l'argent ou on en a perdu? Voilà, avec ça, généralement, vous êtes un bon manager et vous êtes prêt à aller gérer vos équipes dans des SS2I. C'est ce qu'on vous demande, hein. Le reporting, c'est ça. Et donc, quand on commence à faire de l'agile, eh ben, on essaye en fait d'être meilleur à déterminer combien ça va coûter un truc et combien de temps on a passé à développer ce truc. Donc on a des questions du genre, ok, comment est-ce que je refine le backlog, comment est-ce que j'arrive à mieux déterminer ma vélocité, comment est-ce que j'arrive à avoir de meilleures estimations, etc. Et en fait, le problème, c'est que derrière, donc les gens, vu qu'ils n'y arrivent pas, parce que mécaniquement, on n'arrive pas à améliorer nos estimations, on n'arrive pas en fait à améliorer le flux de production, etc. On se dit, ok, c'est parce que on n'est pas encore assez agile. Alors généralement, en fait, c'est parce qu'on n'applique pas le Scrum Guide suffisamment à la lettre. Donc il est grand temps d'aller retourner dans le Scrum Guide pour essayer d'aller trouver des solutions à nos problèmes. Ça, généralement, c'est ce que j'appelle le more X to solve X, c'est-à-dire qu'on prend un problème, enfin on prend une solution, on a toujours le problème, donc on essaye d'augmenter la quantité de solutions qu'on met sur le problème, en espérant que ça passe. Moi, ça me fait à chaque fois penser à la devise Shadok. Hein. Continuons de pomper parce qu'on ne sait jamais si on a arrêté de pomper. Et si possible, pompons de plus en plus fort. Et en fait, ça vous donne des équipes qui commencent à devenir, imaginatives sur leur Scrum Board, par exemple. Moi, ça, c'est un truc qui m'angoisse. Quand j'arrive dans des équipes et que le Scrum Board, il fait un mur, mais un mur, c'est-à-dire que
y a des équipes qui ont un escabeau pour pouvoir aller placer des post-it. C'est angoissant. Enfin, vraiment, au sens pro. Vous arrivez dans la salle, vous êtes en mode qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? Et vous imaginez l'équipe de développement qui, tous les jours, arrive dans la salle, et la première chose qu'elle a en face d'elle, c'est un truc qui fait la hauteur de 2 humains, de machins qui vont pas. Parce que généralement, quand ça a pris cette taille, en fait, c'est parce qu'on a des trucs pour les bugs, on a des trucs pour les retours, on a essayé de découper ça en fonction des business units qui font les retours, les machins, après on a des machins en fonction des urgences, plus personne comprend le workflow, en fait, dans lequel se trouvent les user stories. Donc généralement, on a un mec à plein temps, en fait, qui essaye d'avoir une synchronisation entre ce truc-là et Jira. Voilà. Donc au bout d'un moment, ce que vous voyez, ce qui est très très rigolo, c'est qu'il n'y a même plus le texte ici, il n'y a plus que les numéros de tickets Jira. Et les mecs vont vous dire, OK, on a un problème, on n'arrive pas à trouver nos solutions dans le Scrum Guide. Donc là, ils disent, OK. Enfin, pour moi, en fait, voilà, ça c'est typiquement, là, on est dans du Shadok, mais voilà, à mort. Et mécaniquement, en fait, les gens se disent, on a encore le problème, donc on va essayer de trouver des solutions en rajoutant encore plus de méthodes agiles par-dessus. Voilà, et on arrive à ça. Et ça c'est un truc qui me fascine en fait. Safe, c'est un truc qui me fascine. C'est un truc qui a été designé pour des entreprises qui n'arrivent pas à faire de l'agile. Et ces entreprises se disent, on n'arrive pas à faire de l'agile parce qu'on est trop gros. Donc on a besoin de faire de l'agile at scale. Donc on va aller chercher Safe. Et en gros, ce que ça revient à dire, c'est qu'on n'arrive pas à faire de l'agile, donc on va faire encore plus d'agile. Et en fait, c'est complètement con. C'est-à-dire que vous essayez de mettre at scale un truc que vous n'arrivez pas à faire. Agile, en vous expliquant à quel point leur transformation agile est incroyable. Et puis après, moi, je vais bosser avec les équipes. Et pour les équipes, en fait, c'est catastrophique. C'est n'importe quoi. Personne ne comprend en fait ce qui est en train de se passer. Et là, vous commencez à avoir un vrai traumatisme lié à l'agilité. Enfin, pour être tout à fait honnête, il n'y a qu'un mec qui a bouffé tellement de CMMI et d'ITIL, qui en était tellement malade, qui a pu pondre ce genre de truc. C'est pas possible autrement, en fait. Relisez les fondamentaux sur l'agile. Vraiment. Alors, bien sûr, là-dedans, on va pas trouver la Scrum Alliance, parce que eux, par contre, ils en tirent une putain de somme d'argent de ce truc. Hein. Donc, mécaniquement, effectivement, c'est pas chez eux qu'il faut aller chercher des réponses. Bon, voilà. Pour moi, on rentre effectivement dans ces problématiques, vraiment, on va tenter de rajouter encore plus de solutions pour essayer de résoudre notre problème, alors qu'en fait, depuis le début, tout ce qu'on observe, ce sont des symptômes. Et ça, c'est un truc qui m'éclate, en fait. C'est le nombre d'entreprises, d'organisations, d'équipes, etc. En fait, c'est un petit peu quelqu'un qui aurait une méningite aiguë et qui, au lieu d'aller à l'hosto, prend de l'aspirine. Alors, effectivement, sur le moment, ça soulage la douleur. Le problème, en fait, c'est que au bout de quelques jours, vous avez en fait le foie qui est intoxiqué, et donc vous avez une méningite plus une insuffisance rénale. Et donc là, en fait, on vous emmène de force à l'hosto. Voilà, je connais bien le process, c'est ce qui est arrivé à mon père. Et en fait, ce qui est assez emmerdant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réagissent de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une méningite aiguë, elles se disent, allez, on va prendre de l'aspirine. J'ai encore mal à la tête, on va en reprendre encore un coup. Et elles commencent à se gaver d'aspirine jusqu'à se retrouver avec une insuffisance rénale de leur côté. Et c'est pour ça que les transfos agiles, elles marchent les 6 premiers mois, en fait. C'est l'effet de l'aspirine agile. Voilà. Et puis 6 mois après, c'est n'importe quoi, plus personne sait ce qui se passe, etc. On retombe dans les mêmes problèmes qu'avant et on boucle. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas ce qui crée de la valeur. Et quand on parle d'agilité, en fait, l'agilité, il y a quand même un focus énorme qui est de dire, OK, il est grand temps de créer de la valeur et de l'amener au plus vite vers le client final. Est-ce que calculer la vélocité, ça apporte de la valeur?
Il n'y en a aucune pour le client final. Enfin, sincèrement, si votre client final en a quelque chose à foutre de votre vélocité, changez-en. Enfin, c'est qu'il n'a pas compris un truc. Le client final, lui, ce qu'il veut, c'est le bon produit qui a été livré. C'est con, hein, mais en gros, c'est ça. Hein. Il lui faut un produit qui correspond à ses besoins et il faut qu'il y ait accès. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit livré. Et voilà, vous avez en fait ce sur quoi vous devriez concentrer tous vos efforts. Avoir le bon produit, le livrer. Et tout ce qu'il y a autour, soit ça aide ça, soit ça sert à rien. Alors, pourquoi en fait les entreprises réagissent de cette manière? Les gens ne sont pas fondamentalement idiots. C'est qu'en fait, le contexte dans lequel on se trouve, je vois des gens qui hochent de la tête, mais non, je reste persuadé que les gens sont fondamentalement intelligents, et qu'en fait, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se retrouvent dans un contexte qui les amène à réagir de cette manière, et ce contexte, c'est que la plupart des entreprises, si ce n'est en fait toutes, sont drivées par la peur, et par la peur des pertes. Ça, c'est le moteur de l'entreprise. Le moteur de l'entreprise, c'est pas l'innovation. Ça, c'est du bullshit. Les startups qui vous disent on est en train de prendre des risques, c'est juste en fait elles ont aucune idée de ce qu'elles sont en train de faire, donc mécaniquement elles prennent des risques, puisque elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire. Voilà. Mais une entreprise qui a un business model établi, etc., le premier job de cette boîte, c'est de ne pas perdre de la thune. Et c'est ce qu'on appelle en fait le risque. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu la chance de faire du conseil. Alors, je sais pas si c'est de la chance ou pas, et notamment de travailler en fait avec des assureurs. Alors, pas des assureurs traditionnels comme la Maïf, mais des assureurs qui assurent des pays. Voilà. Donc, c'est des mecs qui arrivent et on peut passer un contrat avec eux en disant je voudrais assurer tous mes logements sociaux. Voilà. Et l'assureur, il vous fait une quote et il vous assure tout votre parc de logements sociaux. Voilà. Donc c'est des assureurs en fait qui sont assez intéressants en termes d'échange, puisqu'en fait ils ont une analyse et une vision du risque qui est assez macro. Et en fait ils m'ont donné, je pense, une des meilleures leçons que j'ai reçues en tant que consultant, c'est justement en fait cette vision de tout analyser par le prisme du risk management. En fait, la plupart des entreprises, des États et même des personnes vont réagir pour minimiser leurs risques. Donc à partir du moment où vous prenez ce prisme du risk management, en fait, pour analyser le comportement de l'entreprise, des personnes, etc., vous êtes sur le levier qui va réellement leur permettre d'être modifiés. Puisque si vous arrivez à calmer leur peur du risque, elles sont prêtes à venir avec vous. Voilà. Mais très souvent, ce qui va les bloquer, ce qui les verrouille, c'est cette question du risque. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de prendre un risque en tant qu'organisation. J'ai l'impression que je suis en train de prendre un risque en tant que personne. Et l'organisation ne veut pas que je prenne de risque. Donc, je ne veux pas venir avec vous. À partir du moment où on adresse cette problématique du risque, on adresse le point de blocage fondamental dans ce genre d'entreprise. Donc si on revient à ça, pourquoi autant d'entreprises, quand elles font de l'agile, en fait, viennent de manière assez insidieuse sur ce côté du management, en s'éloignant complètement en fait de la question du produit de delivery? Eh bien justement, c'est parce qu'en fait, en tentant de répondre à cette question, elles sont obligées de créer du management. Répondre à cette question, ça nécessite de faire du command and control. Et c'est pour ça que si on retire cette question et qu'on arrête d'essayer de l'adresser, et qu'on se dit plutôt, OK, comment on fait maintenant pour aider l'entreprise à réduire son risque sur la production logicielle? Là, on a une question qui est intéressante. Puisque là, vous pouvez aller parler, effectivement, aux éléments qui font le budget, vous pouvez aller parler aux legals, vous pouvez aller parler et vous parlez leur langue. Si vous allez voir le département des achats avec des réponses à cette question, vous parlez leur langue. Si vous allez voir le département juridique avec des réponses à cette question, vous parlez leur langue. Voilà. Ça, c'est la langue de la plupart des départements dans l'entreprise.
Comment est-ce que je minimise mon risque? J'ai déjà donné la réponse avant. En gros, il s'agit d'avoir le bon produit dans les mains du client. Et en gros, ça veut dire en fait avoir une boucle de feedback la plus courte possible. Et bizarrement, on retombe exactement sur une des idées principales du manifeste. L'idée en fait de réduire sa boucle de feedback, c'est de dire ok, le risque, généralement, il va exister en fait quand l'entreprise, elle n'a pas de feedback réel sur ce qui est en train de se passer. Et donc, à partir du moment où l'entreprise n'a pas de feedback, elle va essayer d'en avoir. Et c'est pour ça que vous avez des demandes de reporting qui déboulent tous les jours dans votre boîte mail. Parce que l'entreprise veut un feedback sur un risque qu'elle estime avoir pris. Donc, si vous réduisez cette boucle de feedback, mécaniquement, vous êtes en train d'aider l'entreprise à diminuer son risque. Et comment diminuer cette boucle de feedback si ce n'est en livrant du logiciel en permanence? Parce qu'un logiciel qui marche, ça n'est plus du risque pour l'entreprise. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand on parle de boucle de feedback, on a effectivement cette première boucle de feedback qui est le continuous delivery, qui est la première qui arrive en tête. Mais dans le logiciel, on en a plein des boucles de feedback. Utiliser un bon IDE, c'est diminuer le risque pour l'entreprise. C'est diminuer le risque de production. C'est le fait que vous avez un outil qui est en train de checker que vous n'êtes pas en train d'écrire de la merde. Utiliser un système de type, c'est de la risk reduction pour l'entreprise. Faire du pair programming, c'est encore une fois de la gestion de risque. C'est le fait de diminuer le risque qu'une personne soit en train d'écrire des erreurs dans le code source. C'est une diminution aussi du risque en termes de productivité. Avoir des tests unitaires, c'est diminuer le risque. Et en plus, là, c'est diminuer le risque sur le long terme. On a des éléments qui sont capables de dire si oui ou non le logiciel fait ce que l'on pense qu'il doit faire. Et on peut aller comme ça assez loin en termes de boucle de feedback. Et là, normalement, pour ceux qui connaissent, vous me sentez venir, toutes ces boucles de feedback, elles viennent des pratiques XP. Vous en tirerez la conclusion que vous voulez. En gros, l'idée, en fait, derrière ces boucles de feedback, c'est de transformer la supposition en validation. Quelque chose qui n'est pas livré, quelque chose sur lequel on n'a pas un feedback tangible, c'est une supposition pour l'entreprise. Et une supposition, si on prend la définition, c'est une proposition que l'on considère comme vraie, afin d'en tirer quelques conséquences ou déductions. Et en fait, une entreprise, généralement, sa manière effectivement de gérer son risque, c'est de faire plein de suppositions sur le temps que ça va prendre de créer le logiciel, et de contrôler que sa supposition est bonne, et d'affiner ses suppositions au fur et à mesure. C'est ça la gestion de projet. Donc si on arrête en fait de supposer et qu'on livre un logiciel, eh bien là on peut demander à l'entreprise de valider et d'arrêter de supposer. Le risque a disparu. L'entreprise a un logiciel qui fait quelque chose qui l'intéresse. Et ce qui fait qu'en fait, on le voit très très fréquemment, quand vous commencez à avoir du continuous delivery, bizarrement, le reporting s'allège énormément. J'ai vu des cas où on avait une demande de reporting qui arrivait, on pouvait leur donner l'application en cours de développement, mais qui était effectivement déjà avec des features, puisqu'on livrait en permanence, et ils en oubliaient de nous demander, en fait, l'état d'avancement. Ils se retrouvaient à jouer avec le logiciel, enfin à jouer, à travailler avec, mais et ils étaient super contents, ils disaient « Ah ouais, regarde, on peut faire ça, et on peut faire ça aussi », et ils repartaient sans nous avoir demandé l'avancement. Et derrière, ils allaient dire au reste de l'entreprise « Putain, elle est trop bien, cette équipe, le projet va super bien, etc. », alors qu'ils n'avaient pas leur fiche d'avancement. On était la seule équipe sur laquelle ils n'avaient aucune trace d'avancement
écrit avec on est à 80% de la tâche numéro 5120. Et pourtant, on était le projet sur lequel ils avaient le plus de confiance. Parce qu'ils étaient plus en fait en train d'essayer effectivement de calculer le risque qu'ils avaient. Ils étaient capables en fait de voir ce qu'ils avaient acheté. Donc encore une fois, l'idée c'est vraiment de faire des petits trucs. Voilà. Et quand on dit smaller batch, c'est vraiment en termes de fonctionnel, en termes techniques, réussir en fait à avoir des petits incréments que l'on va pouvoir livrer le plus vite possible. Puisque tant que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas livré une fonctionnalité demandée, vous êtes en train de mentir à l'entreprise. Tout le monde sait que le métier qui consiste à essayer de faire de la planification, c'est une fumisterie. On invente des méthodes de plus en plus compliquées pour essayer d'affiner nos estimations, et on tombe quasiment systématiquement à côté. Parce que c'est du mensonge. Une estimation de base, on est dans ce domaine de la supposition. Et quand on empile des suppositions sur des suppositions sur des suppositions, en statistique, ça veut dire qu'on est en train de s'approcher d'un truc qui a une probabilité de 0. Donc si on arrête en fait de porter des suppositions et que juste on s'amuse à livrer un truc, vous avez effectivement le mensonge qui disparaît. Et ça, l'entreprise, elle y réagit de manière très très positive. Il y a un autre truc que l'entreprise cherche. C'est d'avoir en fait un processus où il y a une certaine prédictabilité dans l'outcome. Un truc où on sait à peu près que quand on leur donne quelque chose à faire, ça va arriver le lendemain, dans 2 jours, à la fin de la semaine. Et pas un jour, ça prend un quart d'heure, le lendemain, ça prend 2 semaines. Ça, pour l'entreprise, c'est extrêmement stressant. Si elle n'arrive pas à savoir ce qui se passe, en fait, pourquoi est-ce que d'un coup on avance, après on s'arrête, pourquoi est-ce que des fois on a l'impression de faire des pas en arrière, etc. Et c'est vraiment en fait cette question de comment est-ce qu'on arrive à être constant dans ce delivery. Et la problématique, en fait, c'est que la constance dans le delivery, elle vient uniquement de l'excellence technique. C'est le fait d'avoir un logiciel et un code source d'une qualité qui est très très bonne, qui vous permet derrière d'avoir une garantie sur une certaine vitesse de delivery. Ça veut dire que tous les trucs que vous faites autour, pour essayer en fait de gagner en prédictabilité, ça ne sert à rien si déjà cette question de l'excellence technique n'a pas été réglée. Ça sert à rien en fait d'essayer de changer sa méthode d'estimation, de se dire on va réussir on va essayer telle méthode pour réussir à couper les user stories, ou on va essayer de les agencer de cette manière en espérant qu'on devient plus prédictif sur ce que l'on fait. Ça ne sert à rien tant que l'excellence technique n'est pas atteinte. Parce qu'il n'y a que ça qui est la variable d'ajustement. Le reste, c'est pointless. Et donc, mécaniquement, en fait, pourquoi on a effectivement cette capacité à pouvoir prédire comment ça se passe? C'est parce qu'en fait, on a une capacité à pouvoir venir modifier le code source facilement. Et donc, on peut facilement venir changer une fonctionnalité, l'adapter à un nouveau contexte business, rajouter de la fonctionnalité. Alors que si on a perdu cette capacité à venir modifier l'existant, eh ben, on se retrouve régulièrement, effectivement, dans des situations où on ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Le nombre de développeurs qui vous disent à qui on demande une tâche, et nous, on va répondre très innocemment, ouais, je pense que ça va prendre 2 jours. Dans notre tête, on sait déjà que 2 jours, c'est vraiment le plus optimiste de l'optimiste, et qu'en réalité, on n'a aucune idée de ce dans quoi on met les mains. C'est très très fréquent, malheureusement. Bon, histoire juste de répéter encore et encore et encore et encore les mêmes choses. Les capacités justement à venir travailler sur du code existant, ça vient du fait que vous avez une base de tests unitaires, que vous avez potentiellement du pair programming, parce que quand on est 2, mais on est moins con que tout seul, et ce genre de petites choses. Voilà. Ça vient pas de comment est-ce qu'on sait décoller des post-it. Désolé. Ah oui, et puis enfin, il y a un truc qui m'a toujours assez éclaté dans les entreprises, c'est qu'elles estiment qu'à un moment donné,
Et sincèrement, j'aimerais vraiment comprendre comment elles prennent cette décision. En réalité, je sais, c'est généralement quand il n'y a plus de budget sur le projet. Elles estiment que le projet, il est fini et qu'il passe en exploit. Et donc, on va acheter maintenant de la maintenance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'entreprise, ça, c'est censé dire il n'y a plus de risque associé à ce que l'on a acheté. Maintenant, il est temps de collecter la thune. C'est ça, ce que ça veut dire quand on passe en exploit. Ça veut dire en fait qu'on démarre la phase d'amortissement du logiciel. Pour les comptables, c'est ça. Et pour amortir du logiciel, eh ben, le mieux en fait, c'est que ça coûte pas trop cher à le maintenir. Et donc mécaniquement, en fait, ça va mettre une pression sur un logiciel qui est souvent à moitié fini, qui est plein de bugs, où on va lui demander en fait de commencer à avoir une certaine rentabilité, et donc où l'entreprise estime qu'il n'y a plus de risque qui pèse sur cette production logicielle, alors qu'en réalité, vu l'état du soft, le risque, il est énorme. Et donc vous avez en fait un désalignement complet entre la vision budgétaire de la boîte et la réalité terrain. Et ça vous crée ces situations où vous avez des équipes qui sont obligées d'aller mendier quelques dizaines de milliers d'euros pour aller maintenir des projets qui rapportent des dizaines de millions à la boîte. Parce que pour le budgétaire, le risque, il n'est plus là. Maintenant, on est en train de faire de l'amortissement. Bon, très bien. On a compris cet aspect du risk management, etc. Ok. Même si on arrive à adresser ces questions du risque au sein de l'entreprise et effectivement à faire... Quelque part, c'est pas changer les mentalités, parce que la mentalité, elle a toujours été sur le risk management, mais c'est juste de donner une autre perception sur comment est-ce qu'on réduit et on gère le risque, en fait, sur des projets logiciels. Malheureusement, même si on arrive à passer ça, on a encore beaucoup de boîtes qui vont insidieusement revenir du côté du management. Et ça, c'est parce que les entreprises sont quasiment incapables de donner de la confiance à leurs équipes. Elles sont prêtes à donner des baby-foot, des tables de ping-pong, des bandes d'arcade, des distributeurs de bonbons, toutes les merdes possibles et imaginables à leurs équipes, mais elles n'arrivent pas à leur donner de la confiance. Ça m'intéresse pas de bosser dans une boîte qui a une table de ping-pong. De toute façon, cette table de ping-pong, personne n'a le droit d'y toucher parce qu'il va être mal vu s'il commence à jouer au ping-pong au milieu de l'open space. Donc c'est une table de ping-pong qui de toute façon se transforme en salle de réunion assez rapidement. J'en ai rien à foutre, en fait, sincèrement, de ce genre de perk dans une boîte. Par contre, moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que la boîte me fait confiance. Il y a un principe, j'ai l'impression qu'on a pas mal oublié, ça s'appelle le JIDOKA. Ça vient du Lean, Toyota Production System. C'est quoi l'idée du JIDOKA? C'est l'idée de dire, si jamais il y a un défaut, n'importe quel ouvrier qui travaille sur la ligne de production peut arrêter cette ligne de production. Ça veut dire que n'importe quel ouvrier qui travaille sur le montage, effectivement, des bagnoles, peut décider d'arrêter la production de l'usine. Est-ce que vous vous imaginez le niveau de confiance qu'il faut au management de Toyota pour autoriser n'importe lequel de ses employés à arrêter la production de l'entreprise? Bizarrement, quand General Motors s'est intéressé au Toyota Production System, c'est pas le premier truc qu'ils ont implémenté. Ils n'étaient pas à l'aise avec l'idée de se dire on va laisser les ouvriers arrêter la production de l'entreprise. Et pourtant, en fait, c'est le premier truc que vous devriez mettre en place, autoriser n'importe quel développeur à dire on arrête la production, on est dans la merde. Imaginez-vous bien que Toyota l'a mis en place pour une raison assez simple, c'était de dire, en fait, au lieu d'avoir un défaut à un endroit dans la chaîne de production et donc sortir des bagnoles qui ont ce défaut, et donc potentiellement, en fait, vu qu'ils faisaient les tests en fin de chaîne, avoir déjà 25 bagnoles qui sont passées avant de se rendre compte qu'il y avait un défaut, devoir mettre ces 25 bagnoles à la benne, aller changer le défaut et relancer le tout, les mecs de Toyota se sont dit c'est mieux si le mec qui est devant le système, s'il voit qu'il y a un problème, il arrête tout, on le corrige, et on n'a même pas perdu une bagnole. Enfin, ça paraît cohérent en fait. Et normalement, ça plaît au management quand même. On est en train de construire ce qu'on appelle de la qualité intrinsèque.
Et pourtant, le nombre d'équipes de développement qui me disent on a de la dette, le management le sait, mais le management nous dit il faut qu'on continue le delivery. Vous êtes en train de travailler à la GM. Vous êtes en train de dire ouais, on sait, ça marche pas. On sait qu'en fin de chaîne, on va obtenir des trucs qu'on va devoir jeter, mais continuons, il faut qu'on produise. Et le problème, en fait, c'est que si vous continuez avec ça, on arrive, et j'adore cet extrait vidéo pour ça, dans cette situation. Alors, par contre, je ne sais pas comment on lance la vidéo sur ce truc. Ah, voilà. Alors, déjà, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, dans cet extrait vidéo, on a à peu près deux personnages. On a en fait le consultant externe qui arrive sur un projet existant, voilà. Et on a en fait un développeur qui est en train d'essayer de corriger un bug dedans. Votre équipe de TMA en train d'essayer de corriger un bug en prod. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que les entreprises, en fait, elles ont ça comme situation. Sur leur plateau de dev, elles se disent « Ok, tout va bien. Tout va bien. » Parce que le logiciel, c'est pas tangible. Donc on n'a pas un énorme tas de merde en face de nous, en fait. Donc si vous voulez faire de l'agile, en fait, ben, faites confiance à vos employés, en fait. Et faites-leur confiance au point d'arrêter la production si jamais ils vous disent qu'on ne peut pas continuer la production. Ah oui, et puis aussi, si vous n'êtes pas en charge de la production, venez pas emmerder les gens qui se chargent de la production. C'est bête, hein, dit comme ça, mais là, les architectes d'entreprise qui viennent donner leur avis sur des projets sur lesquels ils vont de toute façon écrire aucune ligne de code, dont avoir des Scrum Masters ou des Product Owners qui vous expliquent comment il faudrait développer, alors qu'ils ne vont pas écrire une ligne de code dans le projet, dont. Si vous avez envie en fait de ramener votre fraise dans un projet, très bien, mais venez coder avec les gens. Assumez les choix que vous faites pour eux. Si vous leur dites, on n'a pas le temps pour faire des tests, c'est de la surqualité, très bien, mais venez coder avec eux. Comme ça, vous verrez si effectivement il n'y a pas le temps. Et puis ce qui est bien, c'est que quand une partie de l'équipe sera partie, vous saurez à peu près comment le logiciel marche. Donc vous pourrez l'expliquer aux nouveaux. Quand vous interdisez à des développeurs de faire du pair programming parce qu'on perd 2 fois plus de temps, très bien, mais venez développer avec l'équipe. Si vous n'êtes pas en charge de la production, ne venez pas faire chier les gens qui sont en charge de la production. Sincèrement, c'est un conseil extrêmement simple et qui marche très très bien en fait, vraiment. Laissez-les faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de la production logicielle. Là-dessus aussi, j'aime bien, en fait, c'est un peu les 3 grandes typologies de management qu'on va avoir, en fait. Voilà. Tous les petits cercles qui sont de ce côté, c'est des trucs de l'entreprise. Le cercle du milieu, c'est le project management. Et ici, en fait, c'est l'équipe qui produit, et ça, c'est le client. Première situation, l'entreprise, c'est la boîte à idées. Voilà. Donc elle essaye en fait d'aller vomir toutes les features qu'elle veut, etc. sur le product manager qui se retrouve en fait généralement à jongler entre 8 BU qu'il essaye de faire rentrer dans son pipeline de production. Donc l'équipe en fait, il a un espèce en fait d'effet de tampon entonnoir avec l'équipe en fait. Voilà. Entre le bordel de l'entreprise et ce que l'équipe est censée produire au jour le jour. Ça marche pas. Voilà. Ce deuxième modèle, déjà, il est plus intéressant, c'est que l'entreprise, en fait, elle va arrêter, en fait, effectivement, d'essayer d'expliquer feature par feature ce qu'elle veut. Elle va donner plutôt, en fait, une vision des objectifs en tant que tel au product management qui va se charger, lui, d'organiser la production de tout ça. Et bizarrement, on a mis qu'un cercle ici parce que c'est mieux d'avoir qu'un cercle qui travaille avec une personne qui est chargée d'avoir la vision produit et pas, en fait, d'essayer d'entasser 8 produits sur la même personne. Voilà. Généralement, ça veut dire que vous auriez besoin de 8 équipes, en fait. Voilà.
Et donc, en fait, soit vous avez des produits qui rapportent pas assez d'argent, et donc vous n'avez pas en fait les moyens de les maintenir, soit c'est que vous êtes un peu trop radin pour effectivement générer vraiment 8 équipes. Et en fait, c'est surtout ce troisième modèle qui m'intéresse. C'est qu'en fait, ce troisième modèle, en fait, ce que vous voyez bien, c'est qu'en fait, le product management, il ne va plus donner les features à l'équipe. C'est qu'en fait, l'équipe redevient autonome. Dans le vrai sens du terme. C'est qu'en fait, l'équipe devient autonome dans ce qu'elle va produire. Elle devient autonome dans, effectivement, les choix de fonctionnalités qu'elle estime, effectivement, pouvoir proposer. Et le rôle du product management, en fait, c'est de fournir un retour terrain à cette même équipe. Donc en fait, ici, on rentre effectivement vraiment dans une vision, et c'est en fait la grosse distinction que je fais entre le project management et le product management, c'est qu'en fait, l'équipe est autonome sur effectivement ce qu'elle choisit de produire, et derrière, en fait, vous avez du product management qui vient fournir un contexte raffiné, terrain, de ce qui est en train de se passer par rapport à l'usage. Bon, on l'a déjà dit, il me reste quoi, 10 minutes, c'est ça? Un quart d'heure, super. Donc, bon, on a traité le risk management. On fait confiance aux employés. Et pourtant, vous avez encore des entreprises qui vont insidieusement revenir du côté management de la force. Pourquoi? Parce qu'il y a les développeurs et les autres. Il y a les gens qui sont intelligents, et puis il y a les gens qui doivent écrire le code. Voilà. Et puis en fait, on peut leur écrire des specs détaillés, et puis normalement, avec des specs détaillés, ils se démerdent. Non, enfin, voilà. Et ça, c'est le truc le plus difficile à casser dans une organisation. Parce que ça veut dire, en fait, on est en train de casser la hiérarchie. On est en train de casser le pouvoir qu'ont certaines personnes sur d'autres personnes. Et en France, on mesure son avancement au nombre de personnes que l'on contrôle. Quand vous recevez des CV, vous avez chef de projet d'une équipe de 7 personnes. Et à la ligne d'en dessous, vous avez chef de projet d'une équipe de 12 personnes. On mesure l'avancement au nombre de personnes que vous contrôlez. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, quand on le dit de cette manière, on a une vision moyenâgeuse avec le petit seigneur local qui a ses serfs, quoi. Voilà. Ouais, j'ai 17 serfs sous mes ordres. Et le problème, en fait, c'est que ça vient aussi de coach agile, de product owner. Il y a des coachs agiles, ils vont pas voir les équipes techniques. Je pense que c'est un peu sale. Ils préfèrent parler au management, c'est eux qui ont le pouvoir. On a des terminologies comme on va aller faire un safari agile pour aller voir les équipes techniques. Ouais, on va aller au zoo. C'est génial. Enfin, sincèrement, en termes d'image que vous renvoyez aux développeurs, là, vous avez des équipes techniques, elles sont au top. Hein. Mais par contre, c'est les boîtes qui sont les plus agiles qui font ça. Hein. Elles sont agiles dans leur middle management, dans le vocable qu'utilise le middle management pour parler entre eux. Voilà. Ils utilisent des termes agiles. Et il y a aussi en fait cet aspect des business units. Le nombre de boîtes dans lesquelles j'ai pu intervenir où les business units voient le département informatique, qui bizarrement très souvent n'est pas du tout au même étage qu'eux, hein, souvent pas mal d'étages en dessous, voilà, comme un machin éloigné qui leur fait un peu peur et qui leur produit de la merde. Donc mécaniquement, ça vous donne des business units. En fait, plus elles ont de layers de protection entre elles et la technique, mieux elles se portent. Voilà. Donc elles prennent des analystes, des mecs qui vont faire des spécifications techniques, etc. Et moins souvent elles vont voir les mecs qui produisent le logiciel, mieux elles se sentent. Voilà. Et c'est chaud, hein. Enfin, sincèrement, en tant que développeur, c'est super chaud comme structure de boulot. Hein. En gros, ce que ça veut dire, en fait, c'est que vous devez avoir des équipes dans lesquelles il n'y a plus cette séparation, en fait. Et quand on dit qu'on a des équipes intégrées, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus il y a nous et il y a eux. Il y a juste nous. Et pourtant, le nombre d'entreprises qui ne le comprennent pas, c'est affolant. Parce que ça veut dire non seulement que vous mettez les devs, le QA, les ops ensemble dans la même équipe,
Ah oui, ça d'ailleurs. Dernièrement, j'ai découvert une boîte qui faisait du TDD parce qu'ils faisaient passer leur département de QA avant le département de développement. Donc ils faisaient du test avant de développer. Si vous le faites, don't. Voilà, ça s'appelle pas du TDD, ça s'appelle faire de la merde. Voilà, organiser. Pas grand-chose à arracher là-dessus, malheureusement. Enfin, rien de très constructif. Mais ça veut aussi dire, en fait, amener l'UX, l'UI, potentiellement le legal dans la boucle. Vous pouvez, si jamais vous êtes en train de bosser sur un projet qui, bizarrement, implique la GDPR, voilà. Mais vous pouvez amener, en fait, un mec qui va bosser avec l'équipe pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont le droit ou pas de faire. Casser les silos. Quand on dit casser les silos, ça veut dire ça, en fait. Hein. Ça veut pas dire qu'on crée une hiérarchie qui est horizontale au lieu de créer une hiérarchie qui est verticale. C'est pas ça, casser les silos. C'est-à-dire vraiment casser cet aspect du il y a nous et il y a eux. Voilà. Et un product owner, ça n'est pas un contremaître pour l'équipe de développement. Un product owner, ça n'est pas un chef de projet qu'on a renommé le titre. Un product owner, il a un seul truc dont il doit se charger, c'est de définir le produit. Et les développeurs, il les laisse tranquilles. Il bosse avec eux. Moi, je me suis retrouvé en fait avec des product owners qui tenaient ce discours en fait à l'équipe de développement. Ils leur disaient bon, moi, je vais vous expliquer un truc très simple en fait, c'est que si à la fin du trimestre on n'a pas atteint tel objectif, moi j'ai pas mon bonus. Et le mec il est product owner, la boîte elle est super agile. Hein. Je pense qu'ils ont des camions de coach agile qui se déversent dessus tous les jours. Et vous avez ce management là. Là aussi, rien de très constructif à ajouter. Le Scrum Master aussi, c'est pas son rôle. Voilà. Et notamment, en fait, c'est bien, je le répète, hein, s'ils ne viennent pas donner leur avis sur comment l'équipe bosse en termes de logiciel. Voilà. C'est pas eux qui décident, en fait, si on fait du test unitaire ou pas. C'est pas eux qui décident si on fait du pair programming ou pas. Parce que sinon, ils viennent coder, en fait. Voilà. Eux, ils sont là pour définir quel est le bon produit. Et sincèrement, c'est difficile de réussir à définir quel est le bon produit. Et c'est très prenant, en fait. Hein. Et c'est un vrai métier. Mais c'est pas être chef de projet. Ça c'est clair et net. Et oui, aussi, c'est pas lui qui définit le planning de l'équipe. Hein, un product owner qui dit non, mais dans Sprint, on va acheter ces stories-là parce que ça me fait plaisir. Non. Eh ben, il est pas chef de projet. Il décide pas. L'équipe, elle a dit ça rentre pas, ça rentre pas. Voilà. Tant pis. Enfin, c'est pas des grandes vérités, hein, mais c'est juste qu'on le voit jamais appliqué. Oui, pour finir aussi, ce qui part en prod, c'est ce que les développeurs ont compris. Donc si les développeurs ils ont compris n'importe quoi, ce qui part en prod c'est n'importe quoi. Donc construire des spécifications où les développeurs sont pas impliqués dès le début dans la boucle, c'est complètement con. Moi j'ai vu des présentations d'event storming, donc qui est une méthode qui sera présentée je crois un peu plus tard, qui consiste justement en fait à dire comment est-ce qu'on peut bosser avec les développeurs et construire avec eux en fait une compréhension commune du métier, et avoir quelqu'un dans la salle qui était coach agile ou je sais pas quoi, mais bon voilà, qui dit mais attendez, ça veut dire qu'on fait venir les développeurs pour faire avec eux les spécifications? C'est-à-dire qu'on n'a pas un département dédié qui s'occupe de faire les spécifications? Bah non. Parce qu'en fait, sinon, ce que vous vous amusez à faire, en fait, c'est du téléphone arabe. Voilà. Progressivement, personne comprend exactement ce qu'il faut faire. Et à la fin, les développeurs, ils n'ont pas le droit de parler au métier qui a exprimé le besoin initial. Et donc les développeurs, en fait, ils essayent de deviner ce qui était exprimé à l'origine. Voilà. Je m'arrête pas là. Je l'ai dit avant, cause et symptômes. L'agilité, ça a toujours été en fait de l'ingénierie technique avant tout. Alors le problème en fait, c'est que dans le manifeste, à l'origine, les mecs, ils n'ont pas marqué attention. Il faut savoir bien développer avant d'appliquer les règles qui sont en dessous. Parce qu'en fait, les mecs qui ont signé le manifeste, ils étaient tous développeurs. Donc pour eux, c'était logique.
Et après, les mecs qui ont lu, par contre, eux, ils ont dit, il n'y a pas marqué. Alors, il n'y a pas besoin. Et en fait, une des grandes problématiques qu'on a à l'heure actuelle, c'est ça, en fait. C'est de l'agilité managériale, mais qui, techniquement, en fait, ne vaut rien. Et le problème de l'agilité, c'est qu'au niveau du design du logiciel, au niveau du code source, ça met un stress de dingue, ce qu'on appelle un stress structurel. C'est-à-dire, en fait, on change, on autorise le business à changer. Avant, on disait au business, tu as pris une décision il y a 6 mois ou 1 an, ben, tu vas vivre avec encore pour 1 an ou 2 ans. Là, on dit au business, mec, tu as le droit de changer d'avis tous les 2 semaines. Le business, il est fou. Il est fou. L'équipe de développement aussi, elle devient folle. Parce que si elle ne sait pas construire ce type d'architecture, ce qu'on appelle des architectures qui sont capables d'évolution, l'équipe technique, elle est fucked. L'équipe technique, elle a cette impression. L'équipe technique, elle se dit à quel moment on va se faire défoncer par l'avalanche de changements qu'on se prend de la part du métier. Et là, je peux vous dire que dans la bagnole, tout le monde serre les fesses. Et vous avez le product owner qui est en haut en train de jeter encore quelques boules de neige par-dessus. Ah oui, et puis en fait faire du clean code, ça suffit pas du tout. Alors pas du tout, parce que vous allez savoir écrire du code, vous n'allez pas savoir en fait construire des applications. Et donc moi c'est mon gros problème en fait, avec beaucoup des éléments, notamment des formations techniques qui sont données, en fait, c'est qu'on explique en fait aux gens qu'il faut bien nommer une variable. Ouais. Faut indenter correctement son code source. Ouais. Faut pas avoir une fonction avec 40 paramètres. C'est mieux. Mais le problème, en fait, c'est qu'à la fin, vous avez des développeurs, ok, ils savent écrire un code source qui va être à peu près lisible, mais ils ne savent pas construire une application qui fait 1 million de lignes de code. Et ils ne savent pas le maintenir. Et puis, surtout, ils ne savent pas, en fait, maintenir ce genre de situation quand, en plus, il y a des changements qui arrivent là-dedans toutes les 2 semaines. Et ils auront beau essayer de nommer le mieux possible leurs variables, ça sauvera rien du tout. Hein. Et je m'arrête toujours pas là. Ça, et je crois qu'il reste 2 minutes, c'est ça, même pas. Ça, c'était la conférence que je voulais donner à l'origine. En gros, et je me suis dit, ça faisait quand même une belle conclusion, arrêtez en fait de passer votre temps à optimiser les cérémoniels agiles que vous avez dans votre boîte. Ça sert à rien. Généralement, en fait, ça n'améliore absolument pas le delivery. Voilà. Et il est grand temps, en fait, de se charger de modifier et d'augmenter la capacité de delivery de vos équipes. C'est ça qui réduit le risque. C'est ça qui permet au reste de l'entreprise d'accepter une démarche agile. Et une vraie démarche agile, c'est pas une démarche où on va dire non, on va faire du management agile. Voilà. On va être passif-agressif dans notre management avec les équipes. Mais un vrai, c'est-à-dire un truc où on dit, ok, il n'y a plus de management, on fait confiance. Et on leur fait confiance parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de risques qui est impliqué dans leur opérationnel, en fait, puisqu'ils produisent en permanence. Et on le voit à la production. La plupart des équipes de développement sont complètement constipées. Voilà. Donc en fait, vous avez des mecs qui essaient de leur racheter de la feature de partout. Voilà. Et en fait, pourquoi ils sont constipés? Ce qui est assez rigolo, en fait, c'est que vous avez un effet extrêmement pervers. C'est que quand une équipe a des problèmes de delivery, et quand, notamment, vous avez plusieurs BU qui attaquent cette même équipe de développement, et bien les gens, en fait, ils vont s'amuser à empiler de la fonctionnalité en se disant, au moins, j'en ai une ou deux qui va passer dans le lot. Et donc, en fait, vous empirez la situation parce que vous avez l'équipe qui se retrouve noyée sous des fonctionnalités dont les mecs ne se disent pas on en a besoin absolument maintenant, mais ils se disent, étant donné que généralement on met 2 à 3 mois avant de devoir débarquer ce qu'on leur a demandé de faire, on va leur mettre de quoi s'occuper 2 ou 3 mois. Alors que si vous avez une équipe qui délivre en l'espace de quelques heures ou jours, ça se passe bien. Parce que là, en fait, les équipes, elles sont rassurées sur le fait que quand elles proposent quelque chose, elles l'ont rapidement. Donc elles se sentent pas obligées, en fait, d'empiler comme ça de la fonctionnalité, de la demande.
Elles demandent, elles ont. Il n'y a pas de risque. Alors, imaginez-vous qu'il a fallu que je fasse cette recherche Google, et donc depuis, j'ai du retargeting publicitaire absolument incroyable. Bon, concrètement, est-ce que vous arrivez par exemple à installer votre projet en moins de 20 minutes et 2 actions sur un poste de développement local? Non? Vous êtes fucké pour avoir du delivery. Et ça sincèrement, enfin, vous n'avez pas besoin de faire venir 40 ingénieurs experts pour vous expliquer comment faire. Hein. Il faut juste dire à son équipe de dev, ce serait bien qu'on arrive à faire ça. Et souvent, ils arrivent à se démerder tout seuls. Parce que, enfin, si jamais vous n'arrivez déjà pas à l'installer en local, espérez pas en fait l'avoir en exploitation, quoi. Si à la fin de chaque sprint de 2 semaines, il vous reste 40 stories pas faites, bah, peut-être que faites des sprints de 1 jour. Vous verrez, vous aurez beaucoup moins de stories pas faites à la fin de la journée. Voilà. Ça rejoint, hein, racontons des mensonges plus petits. Et puis surtout, là, je veux dire, si jamais il y a un mec qui déboule avec une user story qui prend 5 jours à être faite, ben, elle sera jamais faite. Voilà, tant pis. Ah oui, et puis c'est déployé en prod, ou en isoprod. Hein. C'est pas, ouais, le développeur, il a dit c'était fini sur sa machine, mais maintenant, il faut qu'il y ait toute l'équipe de QA, d'intégration, etc., qui passe 3 mois à intégrer ce bordel. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un truc qui m'éclate. Hein. Je veux dire, ouais, on est super agile, on a du delivery de ouf et tout et tout. Par contre, on a des trains de release 2 fois par an. C'est complètement con. Parce que tant que c'est pas en prod, en fait, vous n'avez pas absorbé le risque. Donc ça n'a rien changé. Sous stress, continuez vos pratiques. Obligez-vous à rester accroché à vos pratiques, y compris sous stress. C'est-à-dire continuez à faire du TDD, continuez à même sous stress. Et pour ça, le mieux, c'est de choisir en fait des pratiques qui sont dites entangled, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont toutes interdépendantes. Donc vous ne pouvez pas en jeter une, parce qu'en fait, on ne peut pas le décrocher du reste. Et il y a un truc qui est génial, c'est qu'on a construit un set de pratiques qui sont interdépendantes depuis au moins 20 ans, et ça s'appelle XP. Moi, il y a aussi un autre truc, c'est comment est-ce qu'on fait de meilleurs code review. Il y a des conférences là-dessus. Je pense qu'on pourrait en faire une conférence dédiée, la code review conférence. Faites du pair programming. C'est de la code review en continu. Et encore une fois, en tant que dev, vous n'êtes pas censé avoir votre product owner qui vous dit comment bosser. Hein. Donc si vous décidez de faire de la code review continue, c'est-à-dire du pair programming, il n'est pas censé venir vous casser les couilles. Parce qu'il est censé bosser avec l'équipe, il n'est pas censé être votre chef. Bon, il faut savoir faire du refactoring, voilà. Ça aussi, ce serait bien qu'on arrête de mettre sous le sceau de la bienveillance ce que... j'ai plus le nom de l'auteur. Ce qu'on appelle renew sympathy. En fait, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est le fait d'en avoir quelque chose à faire des gens. Alors bien sûr, il y a des gens, ils en ont rien à foutre des gens, voilà, et ils sont à des postes de pouvoir, et eux, ils font n'importe quoi. Voilà. Donc vous avez les gens qui n'arrivent pas en fait à faire de la critique directe, donc eux, c'est les pires, hein, voilà. Là, vous avez toutes les pathologies. Des mecs bien. Vous avez ensuite les mecs qui sont insupportables parce que, en fait, ils vont venir challenger en direct, mais en plus, ils en ont rien à foutre des gens. Donc, ils passent leur temps, en fait, à raconter de la merde sur les gens, en face d'eux. Ça, c'est priceless. Mais, grosso modo, on en a quand même peu des gens comme ça. C'est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, au-dessus, c'est là où ça se complique. Parce qu'il y a plein de gens, et ben, en fait, sincèrement, en fait, ils care, enfin, voilà, ils en ont quelque chose à foutre de l'autre. Mais ils osent pas, en fait, dire ce qui va pas. Alors, ils essayent de faire ce qu'on appelle du sugar-coated. On met plein de sucre autour et, en fait, la personne en face, elle comprend pas du tout ce qui va pas. Hein. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que la situation, elle le change, mais absolument pas. Voilà. Ça s'appelle mettre de la poussière sous le tapis, parce qu'on est tous bienveillants et en prise, voilà, et bonne humeur, tout ça.
Voilà. Il faut savoir, en fait, porter de la critique, mais saine, c'est-à-dire en ayant réellement quelque chose à foutre de la personne envers qui vous adressez cette critique. Il y a un très très bon talk sur tout ce sujet dont j'ai tiré cette truc-là. Et moi, je vais commencer un premier mon radical candor à moi. Je connais pas beaucoup en fait de business où on paye pour progresser. Et la progression, en fait, elle est calculée sur un truc type un homme maître, quoi. Voilà. Si ce n'est avec la Scrum Alliance, où on paye en fait pour devenir meilleur. Et puis en plus, le mieux, c'est que les premières étapes sont gratuites. Je suis désolé, j'ai du retard. Je vais prendre 30 secondes. De toute façon, il paraît qu'on est toujours en retard à l'Agile Tour Bordeaux. Voilà. Et c'est toujours la faute des keynotards. Donc je le prends sur moi. Parce qu'on va juste répondre à cette question, parce que celle-là, je voulais l'adresser parce que j'en peux plus d'arriver dans des boîtes qui me disent on va scaler l'agile et voilà. Occupez-vous autrement, par pitié. Voilà, juste occupez-vous autrement. Alors, là, le problème, c'est que c'est Arnaud Lemaire qui vous le dit. Vous dites, ouais, bon, ok, le mec, il est gentil, mais il n'a jamais bossé à la SNCF. Il n'a jamais bossé chez Orange. Non, j'ai des collègues qui ont bossé chez Orange. Et je suis allé leur donner quelques confs aussi, j'ai vu. C'est waouh. Il n'a jamais bossé chez Pôle emploi. Non, effectivement, non, voilà. Par contre, on a un mec qui s'appelle Ron Jeffries, en fait, qui est un des signataires du Manifeste Agile, qui a écrit des bouquins assez corrects sur le logiciel, et qui globalement a une petite tendance à savoir de quoi il parle. Et voilà ce qu'il dit, en fait. Il dit, mais c'est des grosses boîtes, donc elles pensent qu'elles ont besoin de scaler. Le problème, en fait, c'est que, généralement, elles n'en ont pas besoin. Voilà, elles n'ont pas besoin. Pas besoin. Et le pire, c'est que démarrer une transformation agile at scale, ça va marcher. Ça va marcher puisque les grosses boîtes qui vendent du scaling agile, elles vont se faire de l'argent. Et les boîtes qui ont demandé à avoir du scaling agile, eh ben, elles vont avoir les certifications qu'elles ont bien scalé agilement. Et les boîtes de formation qui vendent des formations sur le scaling agile, eh ben, tout le monde est super content dans l'opération, sauf l'opérationnel. La critique n'est pas de moi. Hein. La critique, elle vient d'un mec qui bosse dans cette industrie depuis quand même pas mal d'années et qui sait à peu près de quoi il parle. Tout ça, c'est tiré de The Nature of Software Development. Le bouquin est épais comme ça. Hein. Lisez-le. Si jamais vos équipes n'arrivent déjà pas à bosser de manière agile, comment est-ce que vous voulez avoir des équipes qui bossent de manière agile at scale? Mort. C'est pas moi qui dis, c'est lui. En gros, il dit, comment qu'on fait? On crée une équipe, elle est agile, on lui donne le bon produit à faire, et on arrête de les emmerder. Voilà. Vous avez scalé l'agilité dans la boîte. Et on s'arrête là. C'est-à-dire que là, à partir de là, on arrête d'essayer de s'occuper. Voilà. Parce qu'en fait, quand une boîte, elle n'a pas de problème de delivery. Si une équipe, elle n'est pas constipée en permanence. Si elle a bien pris ses anti-constipatifs agiles, la rendre agile, c'est d'une simplicité incroyable. Il suffit juste de lui dire quoi faire. Et ce sera mon mot de la fin. Merci à vous.